du demandeur et de son projet, et de l'avant-projet tel qu'il va vous être présenté aujourd'hui, mais également de toute une série de précisions qui seront demandées en cours de route par le bureau d'études. Et en fait, elle est réalisée par qui? Par un bureau d'études comme celui que je présente aujourd'hui, donc qui est un bureau d'études qui est agréé, qui doit être agréé par la région Wallonne pour réaliser ce type d'études d'incidence. Donc, ça, c'est pour ce qui va devoir être mis en œuvre par, donc dans les prochains mois, par le demandeur et par le bureau d'études. Alors, pour récapituler un peu la procédure qui s'enclenche aujourd'hui, vous avez un demandeur, qui est l'association Multi-Pierre Sanders, qui sont demandeurs de permis, qui savent qu'ils vont devoir introduire un permis qui va être soumis à étude d'incidence, parce qu'ils ont consulté la législation pour s'en rendre compte. Ils doivent donc faire appel à un bureau d'études pour réaliser cette étude d'incidence. Et parallèlement à ça, ils doivent directement organiser la réunion d'information préalable à laquelle vous assistez aujourd'hui. Donc ça veut dire que cette phase d'information préalable de la population, elle se tient en amont de toute la constitution du dossier et l'actualisation de l'étude d'incidence, de manière à ce que dès le départ, la population soit informée des intentions du demandeur, de ce qu'il souhaite faire, en présentant un avant-projet, qui n'est pas un projet définitif, qui n'est pas un projet complètement abouti, mais qui est un projet qui permet de voir quelles sont les intentions du demandeur. Et ça permet également à la population de d'ores et déjà émettre un certain nombre de remarques qui peuvent être émises ici au cours de la réunion, puisqu'il y a un procès verbal qui va être réalisé, mais qui peuvent également être émises après la réunion par courrier auprès du collège communal et du demandeur. Ces remarques reviennent donc au demandeur, mais également à nous en tant que bureau d'études, de manière à ce que nous puissions en tenir compte dans le cadre de la réalisation de l'étude d'incidence. Quand cette étude d'incidence est terminée, elle est transmise au demandeur et à son auteur de projet, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de faire une étude d'incidence, il faut aussi un auteur de projet, donc en l'occurrence de l'architecte qui va dessiner le projet, etc. Et sur cette base-là, ils vont pouvoir établir le dossier de demande qui sera introduit auprès de l'autorité, donc là, le collège communal. Ça veut dire qu'avant de pouvoir introduire ce dossier de demande, il y a encore un certain nombre de choses à faire, une étude, finaliser le projet, etc. Vous savez clairement qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucun dossier de demande de permis qui est introduit pour le projet de M. Sanders. On est, comme je l'ai dit, tout à fait en amont de la procédure et ce dossier de demande ne sera introduit que d'ici quelques mois. Quand il sera introduit, ce dossier sera d'une part transmis à l'administration compétente. Donc cette administration, évidemment, il y a une administration qui gère le dossier à l'échelle de la commune, mais ce sont des dossiers relativement techniques. Donc ça veut dire que ces dossiers sont instruits par des services spécialisés du service public de Wallonie. Donc d'une part, le service public de Wallonie, agriculture, ressources naturelles et environnement, qui va gérer la partie permis d'environnement du dossier. Et d'autre part, le service public de Wallonie, territoire, logement, patrimoine, énergie, qui eux vont gérer la partie construction, urbanisme, ce qui est le cas ici. Parallèlement à cette instruction par l'administration, le dossier sera bien sûr remis en enquête publique. Donc ça veut dire qu'il y a une deuxième enquête publique dans ce cadre aussi. Donc une première information publique qui est la réunion d'aujourd'hui, et ensuite, quand le dossier sera déposé, ce qui n'est actuellement pas le cas, il y aura alors une enquête publique où la population pourra aller prendre connaissance du dossier définitif et à nouveau aura la possibilité d'émettre ses remarques, ses objections sur le projet qui sera déposé. En fonction des résultats de cette enquête publique et de l'instruction d'administration, l'autorité communale pourra prendre sa décision sur le permis, décision qui pourra faire l'objet, le cas échéant, d'un recours tant par le demandeur que par les tiers intéressés. Donc ça, c'est un petit peu le schéma qui est en train de se mettre en route, qui va se mettre en route après aujourd'hui. La réunion d'aujourd'hui, quels sont ses objectifs, je les rappelle, c'est simplement d'informer la population dès le départ de l'avant-projet qui est celui du demandeur,
Donc pas de dossier déposé aujourd'hui, juste un avant-projet qui va vous être présenté par M. Sandax de manière à ce que tout le monde sache bien de quoi on parle et de quoi il est question, et de permettre d'ores et déjà à la population, présente à la réunion plus particulier comme je l'ai dit, d'émettre un certain nombre de remarques, d'alternatives, d'observations par rapport à ce projet. Je vais vous dire également un petit mot sur l'étude d'incidence sur l'environnement, donc qui va être l'élément dont nous allons être plus particulièrement en charge. Alors cette étude d'incidence, aujourd'hui, comme nous sommes dans une réunion d'information préalable, cette étude d'incidence, elle n'est pas encore réalisée. Si vous allez la consulter d'ici quelques mois, quand elle sera déposée avec l'ensemble du dossier, qu'est-ce que vous trouverez dans cette étude? Vous trouverez d'une part une première analyse qui va être l'analyse de toutes les contraintes environnementales ou de toutes les caractéristiques environnementales qui vont peser sur le site. Donc, quelles sont les sensibilités en matière d'eau de surface, en matière d'eau souterraine, en matière de biologie, en matière évidemment de voisinage, de mobilité, etc. Donc ça, c'est une première analyse qui est faite. La deuxième chose, c'est bien évidemment de décrire dans le détail le projet, l'établissement dans lequel on se situe, plus le projet du demandeur. Aujourd'hui, ce qui va être montré, c'est un avant-projet. Cet avant-projet doit être affiné. L'étude d'incidence, elle, en donnerait une description précise. Sur cette base-là, l'étude d'incidence réalisera le corps un peu de son travail, puisque ce sera l'évaluation des nuisances environnementales du projet et compte tenu des caractéristiques du cadre local. Et en fait, pour terminer, l'étude d'incidence proposera toute une série de recommandations, de mesures, d'améliorations qui devront être prises en compte par le demandeur pour établir le projet définitif, c'est-à-dire le projet qui sera déposé au niveau de la demande de permis. Alors, qu'est-ce que le demandeur va faire avec ces mesures? Donc, nous, on va lui donner une étude d'incidence avec toute une série de recommandations, etc. Qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va devoir les appliquer? Est-ce qu'il ne va pas les appliquer? Je dirais qu'il y a deux types de mesures classiquement qu'on peut recommander. Il y a des mesures qui vont dépendre d'obligations légales. Il faut savoir qu'un permis d'environnement, quand il est obtenu, ce n'est pas une carte blanche. On ne dit pas aux gens, voilà votre permis, faites ce que vous voulez, et puis on s'en va dans 20 ans. Non, ce permis, il est assorti aujourd'hui de toute une série de conditions. Donc il y a des conditions qui sont des conditions générales qui s'appliquent à tout type d'établissement. Ces conditions générales, généralement, elles portent essentiellement sur les questions de bruit, mais aussi sur certaines questions plus administratives. Il y a des conditions qui sont des conditions intégrales ou sectorielles. Ça, c'est des conditions qui vont s'appliquer à un secteur ou à une activité bien particulière, puisque dans une exploitation agricole, pour prendre le cas ici, vous pouvez avoir différents types d'installations. Si on prend par exemple des stockages d'hydrocarbures, comme on peut avoir dans les fermes, des stockages de mazout, il y a des conditions légales qui existent pour ça, et l'étude d'incidence, elle va évidemment faire l'analyse de l'établissement pour voir si toutes ces conditions légales sont respectées. Il y a également des conditions particulières de permis, qui sont des conditions alors qui sont vraiment définies dans le cadre des permis dont dispose le demandeur pour leur établissement actuel, et c'est aussi des conditions qui vont être analysées dans le cadre de l'étude d'incidence. Dès lors qu'il y a des remarques qui vont résulter de ces conformités par rapport à des dispositions légales, il est évident que le demandeur va devoir les prendre en compte parce que ce sont des impositions légales. S'il s'avère qu'elles ne sont pas respectées et qu'on est dans une situation de non-conformité, le demandeur doit évidemment intégrer le respect de ces conditions à sa demande de permis. Après ça, il y a d'autres mesures qui vont être des mesures plus techniques qui peuvent être suggérées par l'étude d'incidence. Ça peut être par exemple un itinéraire pour desservir l'établissement, ça peut être la réalisation de plantations pour intégrer le nouveau paysager, ça peut être le choix des matériaux, ça peut être le choix des systèmes de stockage, etc. Donc toutes ces recommandations, ce seront des recommandations plus techniques, elles ne vont pas résulter d'une imposition légale, donc elles ne seront pas a priori obligatoires. Par contre, ce qui est obligatoire pour le demandeur, c'est d'expliquer
comment il intègre ces modifications, ces mesures d'amélioration. Donc, soit les mesures d'amélioration, on va dire techniques et non légales, sont suivies, et à ce moment-là, il va dire, ben oui, voilà, je les ai suivies, et dans mon projet, voilà ce que j'ai modifié pour suivre ces recommandations. Soit il décide de ne pas les suivre, alors il va expliquer la raison pour laquelle ces mesures ne sont pas suivies. Donc ça veut dire que quand vous irez consulter dans quelques mois le dossier de demande qui aurait été déposé par le demandeur, vous devrez trouver son dossier avec le projet, l'explication du projet, etc. Vous devrez trouver l'étude d'incidence qui a été réalisée par le bureau et vous devrez trouver une note qui expliquera comment le demandeur a intégré les recommandations qui ont été formulées dans le cadre de l'étude d'incidence. Donc voilà, de manière synthétique, la procédure qui va se mettre en route à partir d'aujourd'hui, puisque c'est la réunion d'information préalable qui va lancer un peu les travaux de l'étude d'incidence, les travaux de finalisation du projet. Alors pour rappel, il y a déjà la possibilité, dès maintenant, dès le débat après la présentation, d'émettre un certain nombre d'observations, de recommandations, etc., qui seront prises en compte dans le cadre du procès verbal et qui seront transmises pour intégrer à la réalisation de l'étude d'incidence. Mais vous avez également la possibilité de les communiquer par écrit. Alors, principalement, c'est au collège communal, soit par courrier, soit je pense que ça peut se faire également par email. Et éventuellement, si dans la commune de toute façon les retransmet aux demandeurs, qui nous les transmet également de manière à ce que tout ça puisse être bien pris en compte dans le cadre de l'étude d'incidence. Alors j'ajouterai aussi que les remarques peuvent être formulées par les personnes qui assistent à la réunion, mais également par les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de venir à cette réunion, qui peuvent soit en avoir les échos, soit qui pourront la consulter, puisque aujourd'hui les réunions sont filmées et qu'elles seront mises en ligne dès demain pour une durée de 15 jours. Donc ça veut dire que le film pourra être consultable et les gens qui souhaitent avoir une information et qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui pourront être informés de cette manière-là. Voilà, j'en ai terminé pour présenter le cadre général de la réunion de ce qu'on va faire. Donc je vais céder la parole à Luc et Alexander pour expliquer leur avant-projet. Je vous remercie. Merci Robert. Voilà, pour ceux qui, certains d'entre vous le savent peut-être déjà, en juillet dernier, on a une exploitation laitière, on exploite ici en association avec notre fils. En juillet dernier, on a eu une maladie dans nos vaches. Et c'est l'IBR. En fait, pour résumer, c'est une forme de grippe. Et une fois que l'animal a la maladie, il est positif à vie. Et la loi oblige l'abattage de ces animaux-là. Normalement, c'était dans les 3 mois, mais on a su discuter avec le ministre Clarinval. Il y a 90% du troupeau qui est positif oui. à cette maladie. Donc presque tout le cheptel doit être abattu. Et le ministre nous a octroyé une dérogation pour 3 ans. Donc jusqu'en 2028, on peut les conserver. Mais pour fin 2028, tout doit être parti, tout ce qui est positif. Et comme ici, on est en association et que Pierre vient de reprendre la moitié de la ferme, on s'est dit, fin 2028, il vient de commencer, il va déjà avoir son troupeau qui doit partir. On se retrouve avec un tiers de troupeau, avec un tiers du troupeau. Oui. Maintenant, les vaches sont vaccinées, on a mis un protocole pour tout remettre en place, mais tout ce qui est positif va partir. Et après discussion, on a pensé d'étendre l'activité d'engraissement de poulet. Et voilà, et tout le projet. Pallier au revenu qui va diminuer avec notre élevage. Voilà, pour compenser. Et l'objectif, c'est que si tout se passe bien et qu'on arrive à avoir notre permis, que le bâtiment
poulet de chair serait en activité au moment où notre cheptel bovin va devra partir. Et en même temps, on a pensé aussi à faire un hall de stockage parce que aujourd'hui, on a aussi des céréales, mais toutes les céréales, elles partent chez un négociant. Et justement, l'avantage de l'engraissement de poulet de chair, dans l'alimentation, il y a 30 à 40% de céréales. Et ça permettrait de garder tous nos céréales à la ferme et éviter donc diminuer le charroi. Tout restera sur place et sera autoconsommé. Et aussi, on va mettre une bascule pour la peser, parce qu'aujourd'hui, pour le poulailler qu'on a déjà, on va peser au village. Et c'est à Villers-le-Gorgon, sur le site d'Agrofil, il y a une bascule. Et comme c'est souvent la nuit qu'on cherche les poulets, on se dit, ben, si on fait la pesée chez nous, ça évitera moins de déplacements de camions la nuit dans le village pour aller peser. Donc quand le camion va arriver à la ferme, il sera pesé à vie, chargé à la ferme, il quitte la ferme, chargé, pesé et il est parti. Donc il y a moins de mouvements dans le village. Et je ne sais plus ce que je vais dire, sinon bascule, en air de stockage. Aussi, on va profiter, l'hangar va être situé plein sud, on va le mettre avec des panneaux photovoltaïques et on va être autonome au niveau énergie. Donc, ce que les panneaux vont produire de l'hangar vont permettre d'alimenter le poulailler. Et voilà. En dessous de l'hangar et dans les bétons, il y aura aussi des citernes de pluie. Oui, essayer de récolter le maximum. Toutes les autres pluies vont être récoltées. Et voilà, on a déjà un puits pour les bovins. Et comme on va diminuer une partie des bovins, la quantité d'eau prélevée servira pour arroser les poulets. Il n'y aura pas de forage supplémentaire, il n'y aura pas de prise d'eau supplémentaire. Et alors, moins de bovins, il y aura moins de charroi pour les bovins, donc ça sera compensé par le poulailler. Et aujourd'hui, on a un poulailler, mais quand le charroi vient pour le poulailler, il n'est jamais complet parce qu'il est plus petit. Et avec les deux poulaillers, ce seront des charrois complets. Et quand il vient, le camion, il se dit complètement chez nous. Et il ne doit plus aller autre part. Donc, quelque part, c'est positif aussi. La livraison des poussins ou l'aliment, pour un demi ou un complet, le camion passe quand même. Ben voilà. Il n'y aura pas de camion supplémentaire pour certaines choses. Pour les poussins et l'aliment, il y a une partie des charrois qui sont donc limités. Pour les villageois, le charroi ne va pas changer grand-chose. L'objectif, c'est on veut faire ça correctement pour qu'il y ait le moins de nuisances et voilà. Et de toute façon, si vous êtes là, les gens du village nous connaissent. S'il y a un souci, ils peuvent toujours nous en parler. On est ouvert, on n'est pas fermé à la discussion. Voilà. Les constructions qui sont projetées, en termes de projet. Oui, donc le premier poulailler, il est. Donc le poulailler existant, il est là. Donc on va faire le deuxième parallèle à l'autre. Donc pour vraiment occuper tout l'espace. Et comme il y a le trottoir devant en béton, va être un petit peu élargi pour le deuxième, mais il servira aussi pour le remplissage du nouveau hangar qu'on ferait ici de stockage. Comme ça, les aires de béton servent aussi bien pour le poulailler que pour l'hangar de stockage. Et alors ici, quand les camions arrivent sur la ferme, la bascule sera parallèle à la route, donc directement sur la bascule, comme j'expliquais tantôt, ils seront pesés à vide, et puis le chargement se fait, il repasse sur la bascule. Et alors ici, il sera bien orienté, ce bâtiment-là, plein sud, on va le mettre complètement avec des panneaux photovoltaïques, et ça pourra, la production sera pour le nouveau poulailler. Donc on ne demande même pas un renforcement de lit, avec ce bâtiment-là, ça sera suffisant pour produire l'énergie. Et il y aura aussi des batteries pour stocker quand ils produisent de trop. Enfin voilà. Et qu'est-ce que j'avais encore
Sinon, tous les eaux de pluie seront stockées et réutilisées pour le lavage du bâtiment. Donc on recycle. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions ici. Et votre état d'élevage, il est où pour le moment? Ah, Robert, tu veux pousser le bien. Voilà, ici. Ça, c'est le corps de logis. Il y a des abattre ou bien? Non. Ben, en fait, on va réduire fortement les bovins, mais on ne va pas arrêter naturellement. Ce qui reste négatif va rester. En fait, pour le moment, on est dans un flou. La date butoir, c'est 2030, ils veulent payer un indemne pour cette maladie-là. Et c'est pour ça que pour 2028, tout ce qui est positif doit être abattu. Pour qu'ils aient 2 ans de tampon, ils vont arrêter la vaccination normalement et ils espèrent à 2030 avoir payé un indemne. Mais ça peut peut-être encore changer, je ne sais pas. Et pour le moment, vous ne pouvez plus acheter de bétail? Non. Développer justement. Et en fait, on a 2 contraintes. On ne peut plus vendre aux marchands qui passent toutes les semaines. Et on ne peut plus vendre pour l'élevage parce qu'on vendait les genisses vélées, puis quand on en avait un peu trop, on vendait pour l'élevage. Tout ça, on ne peut plus. Notre statut, on ne peut plus que directement pour l'abattoir. Donc quand les animaux quittent notre ferme, c'est directement l'abattoir. Pour éviter de proliférer la maladie dans les autres élevages. Voilà. Et les camions qui viennent chez nous sont nettoyés, désinfectés, ils viennent que pour nous, donc ils repartent Oui, mais viennent faire quoi alors? charger nos bêtes, les bêtes qu'on doit vendre pour la réforme. Ouais, vous posez les mêmes principes. Si, le lait on peut produire. En fait, le lait est toujours bon pour la consommation et la viande est bonne pour la consommation. En fait, c'est un virus et la Belgique veut être indemne pour cette maladie. C'est une maladie. Les vaches ont quand même souffert de ça, mais bon, maintenant on a vacciné, ils ont fait leur immunité. Là, elles produisent, on peut les garder, mais elles sont positives, donc elles doivent partir. On n'a pas le choix. Mais l'objectif, on va diminuer le cheptel, parce que bon, moi j'ai un jeune qui continue, je ne peux pas dire on va arrêter et laisser ces bâtiments vides, il y aura beaucoup moins de bêtes dedans. Mais dans une région d'élevage, avec cette débit, voilà, les bovins, on ne va pas les supprimer totalement. On va diminuer et combler la diminution de bovins par les filets, mais on ne va pas les diminuer complètement. Et on va combien? Ce qu'on va faire après, c'est